On voulait rappeler ces 2 éléments, puisque toutes les occasions sont bonnes pour rappeler les vraies données, les bons chiffres et partir sur des débats, on va dire, avec des informations carrées, vérifiées et fiables. Peut-être que vous avez entendu parler de ce chiffre de 40 000 mineurs non accompagnés qui seraient pris en charge en France, qui est un chiffre qui a été avancé par l'Association des départements de France depuis plusieurs années, hein, notamment depuis 2019. Or, les données disponibles, à savoir les dernières données disponibles au 31 décembre 2019, et puisqu'on n'a pas de données disponibles encore au 31 décembre 2020, faisaient état de 31 009 mineurs non accompagnés accueillis par les départements, donc loin de ce chiffre de 40 000. Par ailleurs, la deuxième infox qui circule et qui finalement est assez connexe puisque on a besoin de la première donnée pour pouvoir aboutir à la deuxième, c'est le coût de leur prise en charge. Et donc là, pareil, un chiffre qui est répété et véhiculé assez largement, qui est celui du coût de 2 milliards d'euros, qui serait le coût de prise en charge des mineurs non accompagnés par les départements. En réalité, en recoupant les informations donc à la fois sur le nombre de mineurs non accompagnés connus et les coûts de prise en charge, les coûts journée de prise en charge, on aboutit en fait plutôt à un coût moyen de 1 milliard d'euros pour les conseils départementaux. Donc les détails de tous ces calculs, l'idée c'était pas de revenir vraiment en détail ici, mais c'était plutôt pour introduire cette séquence en rappelant vraiment que sur la question des mineurs non accompagnés, il y a énormément de fausses informations qui circulent. Et donc les détails de toutes ces données sont disponibles dans un article qui a été rédigé par Laurent Delbos et publié par Desinfox Migration, dont on pourra vous envoyer la référence. Un autre angle de désinformation qui vise les mineurs non accompagnés donc, concerne les questions d'insécurité et de délinquance, et vous en avez sûrement beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ils font l'objet de nombreuses accusations, être tous des délinquants, être responsables du sentiment d'insécurité dans les villes et les territoires. Et du coup, dans le cadre de ce point de presse, on a vraiment voulu proposer un décryptage sur ce deuxième angle, puisqu'il s'inscrit finalement dans une rhétorique plus large qui associe immigration et délinquance et qui est au cœur de la communication politique, notamment de la droite et de l'extrême droite. Et en période électorale, ça nous semblait particulièrement important que le débat public puisse du coup être nourri d'informations fiables, vérifiées et surtout d'argumentaires qui soient un peu plus fouillés et nuancés. Avant de passer la parole donc aux intervenants qu'on a invités aujourd'hui, un point de vigilance important, c'est qu'en matière de compétences, puisque donc c'est ce dont on parle aujourd'hui, les questions de sécurité et de délinquance relèvent avant tout des compétences nationales, tandis que la prise en charge des mineurs non accompagnés, ça a été dit par les intervenantes dans la première séquence, sont une compétence des départements. Voilà, donc avec ce point de vigilance en tête et sur lequel nos contributeurs reviendront peut-être, je voudrais donner la parole à Guillaume Lardancher. Vous avez été directeur de l'association Hors la rue et président du collectif national des droits de l'homme Rome Europe. Et vous êtes actuellement chargé d'études pour l'association Trajectoire, qui est spécialisée dans la prise en compte des populations migrantes et des habitants en bidonville et en squat en France. Du coup, ma première question pour vous, c'est en lien avec les profils et les parcours de ces jeunes et de ces enfants dont on parle en les désignant comme des mineurs non accompagnés et donc ils sont accusés effectivement d'être tous des délinquants, etc. Donc finalement, de qui parle-t-on? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les profils et les parcours de ces enfants et ces jeunes? Dans le débat public, dès lors qu'on parle de mineurs non accompagnés, c'est, un sujet qui est, de plus en plus récurrent aujourd'hui dans les médias. Il y a beaucoup de confusions qui sont à l'œuvre et qui nécessitent d'être un petit peu, démêlées. Alors ça a été fait sur, les aspects quantitatifs et les aspects budgétaires.
Je pense que ce qu'il faut rappeler d'abord, parce que ça fait pas de mal de le dire, c'est que, quand on parle de mineurs non accompagnés, on lit souvent cette problématique à la problématique migratoire alors que, dans les textes, et il faut se référer aux textes, dans les textes de droit, il s'agit, d'abord d'une problématique de protection de l'enfance et non d'une problématique de migration. Certes, on parle d'enfants migrants, mais, la protection qui leur est due en France n'est pas du fait qu'ils sont étrangers. Ce n'est pas un dispositif, comme l'asile qui n'est accessible par définition qu'aux étrangers. C'est bien un dispositif qui est, accessible du fait de la minorité, des personnes et de leur caractère de danger. Le fait qu'ils soient étrangers finalement ne compte pas et là aussi, il faut le redire, ces dispositions, qui sont, dans le droit français, elles se retrouvent dans le droit de beaucoup de pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc là encore, il faut couper court au discours qui laisserait penser de dire que, la France est le paradis, pour ces mineurs non accompagnés et je vais vous le prouver aussi, enfin, en vous parlant un petit peu des différents profils de mineurs qui arrivent sur le territoire en France. Il ne s'agit pas de jeunes qui viennent profiter un petit peu des aides sociales comme c'est souvent un petit peu le discours qui est tenu. Donc ça, la première chose, c'est que dès lors qu'on parle de mineurs non accompagnés, on parle d'enfants qui sont en danger. Le terme exact d'ailleurs devrait être mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, puisque c'est un peu la privation de la protection de la famille qui détermine le danger et c'est le fait que les enfants soient en danger qui implique une intervention de la protection de l'enfance. Et ça vaut pour tous les enfants, qu'ils soient français, étrangers, qu'ils soient avec leur famille ou sans leur famille, parce qu'un enfant étranger avec sa famille peut aussi être en danger sur le territoire français, et que la famille soit en situation régulière ou irrégulière. Un enfant dont les parents sont en situation administrative irrégulière sur le territoire a aussi le droit de bénéficier à la protection de l'enfance, et sa famille a aussi le droit de bénéficier aux prestations de protection de l'enfance. C'est important de le rappeler, c'est quelque part la protection des enfants, c'est un droit inconditionnel pour les Français et pour les étrangers sur le territoire français. Voilà, cette petite parenthèse faite. Sur les parcours des enfants, en fait, la confusion qui est aujourd'hui entretenue, c'est l'amalgame qui est fait entre les quelques 30 000 mineurs non accompagnés que vous avez évoqués, qui sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Donc, on parle de 30 000 à un instant T, mais ce chiffre va probablement baisser, puisqu'on était sur une tendance assez haussière ces dernières années, jusqu'à atteindre 15 000 à 16 000 nouveaux jeunes pris en charge chaque année par les différents départements en France, et que cette année, certainement pour cause de pandémie, on a eu une baisse assez importante, de l'ordre de quasiment 50%, puisque c'est moins de 10 000 jeunes qui ont été pris en charge en 2020 en France. Donc, c'est une hausse assez forte qui avait eu lieu entre 2015 et 2016, qui est assez brutalement interrompue. Donc, ces jeunes-là, ces jeunes dont on parle, ces quelques 30 000 jeunes qui sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance, ce sont des jeunes qui arrivent sur le territoire et qui font une démarche volontaires vers la protection de l'enfance, qui vont se présenter à des plateformes d'évaluation qui ont été mises en place un peu partout, enfin, dans tous les départements, sont aussi des dispositifs qui sont questionnants, puisque on a mis en place un guichet finalement de la protection de l'enfance, alors que normalement cette protection est inconditionnelle et que ça devrait être plutôt l'inverse. On devrait plutôt aller chercher les jeunes dans la rue plutôt que les inciter à se diriger par eux-mêmes vers les plateformes d'évaluation, mais on a un profil de jeunes qui sont particulièrement demandeurs. Aujourd'hui, quand on regarde les flux, alors j'ai pas les détails pour l'année 2020, mais quand on regarde les 3 dernières années, le fait marquant, c'est la présence assez forte de jeunes originaires de Guinée-Conakry, qui était une population qui a toujours été un peu présente dans les flux des mineurs non accompagnés, mais qui est devenue majoritaire en 2015, jusqu'à devenir la première nationalité sur les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, donc une augmentation assez forte. L'augmentation des jeunes Guinéens, du nombre de jeunes Guinéens était plus importante que l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés sur cette période. Donc là encore, quand on parle de mineurs non accompagnés, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une
composition de ces populations qui est assez particulière. Et là, on parle de jeunes Guinéens qui quittent la Guinée pour des raisons, je ne vais pas rentrer un petit peu dans les détails, mais qui ont un parcours migratoire assez complexe, dont l'objectif n'était pas nécessairement ni l'Europe, ni la France. Ça aussi, il faut le rappeler, il y a beaucoup de jeunes qui quittent la Guinée simplement pour quitter la Guinée, et parce que c'est relativement simple de quitter la Guinée. Il faut savoir qu'il y a une zone de libre circulation au niveau de l'Afrique occidentale qui permet aux gens de partir assez facilement, sans passeport en tout cas, de passer entre la Guinée et le Mali, par exemple, sans passeport. Donc les départs sont quelque part facilités. Et c'est finalement les dangers de la route migratoire qui les incitent à se rendre en Europe, alors que des jeunes avaient peut-être une volonté de migrer de manière régionale, voire pour certains de se rendre en Libye, la Libye ayant été à une époque un lieu de résidence momentanée pour de nombreux migrants, où il était facile de trouver du travail. Évidemment, la réalité, et vous le savez, est tout autre. Donc, aujourd'hui, quand on parle des mineurs non accompagnés pris en charge, on parle d'une population qui est majoritairement en demande de protection, qui adhère au dispositif de protection de l'enfance et qui ne crée absolument aucun problème de délinquance, de comportements déviants, violents, ou je ne sais quoi. Évidemment, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes qui ont des problèmes, il ne faut pas le nier, mais on est sur des phénomènes marginaux. Et quand vous interrogez un petit peu les professionnels de protection de l'enfance, on a affaire plutôt à une population qui est facile à gérer et qui a même pu apporter une forme de stabilisation dans certains établissements de protection de l'enfance qui pouvaient connaître des difficultés avec les enfants de la protection de l'enfance qui, historiquement, peuvent être des enfants qui ont des problèmes au sein de leur famille, etc., etc. Donc là, on a plutôt une population d'adolescents volontaires qui veulent aller à l'école et qui sont plutôt dans une optique de marché droit. Donc, l'instrumentalisation de ces chiffres d'arrivées, 15 000 arrivées par an jusqu'à l'année dernière, 10 000 arrivées cette année, et le stock avec tous les guillemets, pardon, j'aime pas cette expression, mais en tout cas le nombre de jeunes pris en charge à un instant T, à peu près c'est 30 000 mineurs non accompagnés. Il n'y a aucun lien avec des faits de délinquance. Donc ça, c'est le premier élément à voir. Cette confusion est souvent entretenue et pour justifier une forme d'invasion de la part de ces jeunes voilà, qui pomperaient un petit peu les budgets des départements. Je reviens sur cette question budgétaire. Il est toujours intéressant de mettre en relation le nombre de mesures qui concernent des mineurs non accompagnés au nombre de mesures globales de protection de l'enfance. Je crois que c'est par an, c'est 250 000 mesures de protection de l'enfance qui sont prises par les départements. Donc on voit bien que les mineurs non accompagnés représentent une partie pas négligeable, c'est une partie importante, mais qui n'est loin d'être majoritaire, comme on l'entend parfois aussi dans certains discours, dans certains raccourcis. Donc, bien avoir en tête que c'est une partie minoritaire de la protection de l'enfance en France. Cette partie des jeunes volontaires qui demandent la protection, qui s'inscrivent dans un parcours compliqué, puisque peut-être que vous le savez, mais quand un jeune n'est pas considéré mineur par un conseil départemental, s'engage un parcours du combattant assez complexe, puisque le jeune n'est ni majeur ni mineur et n'a pas accès à l'hébergement d'urgence, car se déclarant mineur ne peut pas accéder à l'hébergement d'urgence, a du mal à saisir le tribunal administratif et donc doit saisir, non pas en recours, parce que c'est souvent aussi dit, saisir le juge des enfants pour obtenir une protection, c'est un recours, mais non, ce n'est pas un recours, c'est une voie parallèle d'accès à la protection de l'enfance. Hormis ces publics-là, effectivement, on observe une augmentation ces dernières années de mineurs étrangers en errance, de personnes se disant mineures aussi, qui ne le sont pas forcément et qui sont impliquées dans les grandes métropoles françaises dans la commission d'actes de délinquance. Évidemment, cette problématique, elle est de plus en plus aiguë et elle a été finalement mise sur le devant de la scène en 2016-2017 à cause de la situation de mineurs marocains sur le secteur parisien de la Goutte d'Or, qui étaient des très jeunes garçons en situation d'errance, consommateurs de stupéfiants, commettant des actes de délinquance, dormant dans les squares parisiens, dans les entolibes. Donc, avec une visibilité très forte et une visibilité d'autant plus choquante que ces jeunes étaient parfois
très jeunes. On a vu des gamins de 10, 11 ans dans cette situation. Et donc, que ces situations-là ont suscité une mobilisation à la fois politique, médiatique, aussi de certaines associations, et en tout cas créé un émoi qui ont mis la lumière un petit peu sur la situation de ces mineurs euh, non accompagnés, puisque sans protection de leur famille, en errance, mais sans demande de protection. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui, contrairement aux jeunes de Guinée, de Mali, de Côte d'Ivoire, vont s'adresser au département pour obtenir une protection. C'est des jeunes qui ne vont pas adhérer au dispositif de protection, et c'est ce qui va mettre un petit peu en difficulté les acteurs. On a beaucoup parlé de ces jeunes Marocains, mais on se rend compte aujourd'hui que ces jeunes Marocains, ils sont un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et que si sur le territoire, on voit des jeunes Marocains dans cette situation, la délinquance commise par des jeunes étrangers pouvant se dire mineurs et le fait majoritairement de jeunes Algériens, dont certains sont mineurs, dont certains sont tout juste jeunes majeurs, dont certains étaient mineurs mais n'ont jamais été repérés sur le territoire français en tant que mineurs et sont désormais majeurs, et qui sont en errance sur le territoire, une errance qui est due à de multiples formes d'emprise qui pèsent sur eux. Une emprise qui est d'abord développée par la consommation de stupéfiants, donc c'est assez documenté, donc je passe rapidement, mais c'est une population qui est caractérisée par une consommation intense de comprimés de benzodiazépines, donc Rivotril et Lyrica, qui sont des comprimés qui sont en fait des béquilles pour à la fois faire face à la vie à la rue et se donner du courage pour commettre des actes de délinquance, et avec une dépendance très forte qui est créée qui sont créées par ces substances. Et du coup, bien souvent, on a beaucoup de récits de jeunes qui avaient déjà consommé ces produits-là, mais qui se trouvent incités à consommer ces produits-là quand ils arrivent en France pour commettre des vols. Ils sont incités aussi à en trouver pour accéder à des squats. C'est une monnaie finalement d'accès à certains squats, et c'est une dépendance très forte qui est créée par ces psychotropes-là. Il faut savoir aussi que la délinquance n'est pas forcément la première activité de ces jeunes, et que on a d'abord affaire à des jeunes qui vont essayer de développer des activités économiques de survie, la plus répandue étant la vente de cigarettes, et qui fonctionne bien souvent comme un levier pour renforcer l'emprise qu'on a sur ces jeunes. Je m'explique. On n'achète pas des cigarettes on n'achète pas 100 cartouches de cigarettes d'un coup avec du cash pour les revendre après. Généralement, quand on arrive sur le territoire, on passe par un intermédiaire qui vous fournit ces cartouches de cigarettes et qui vous demandera de les payer une fois que vous les aurez vendues. Mais bien souvent, les marchandises sont saisies, et le jeune se retrouve sans aucun moyen de revendre les cigarettes, et du coup se retrouve avec une dette, et dette qui, pour être remboursée, va nécessiter de faire d'autres activités. Et l'étape suivante, c'est bien souvent le vol. On va inciter ou proposer aux jeunes, lui conseiller d'aller voir un tel ou un tel qui pourra lui indiquer comment réaliser tel ou tel vol. L'autre levier d'emprise sur lequel pèsent ces jeunes, qui explique un petit peu leur manque d'adhésion, ou en tout cas la difficulté qu'ils ont finalement à être orientés vers la protection de l'enfance, c'est l'emprise par le logement. Alors évidemment, il y a des squats qui existent, mais ce qu'on remarque sur cette population, c'est plutôt le recours à des marchands de sommeil un peu partout sur le territoire, dans les grandes métropoles. Donc c'est la sous-location d'appartements, où c'est 5-6 jeunes qui sont dans un appartement avec des loyers extrêmement chers quand on additionne les sommes, puisque ça peut aller de 200 € dans certaines villes jusqu'à 400-450 € en région parisienne. Donc ça génère des recettes importantes pour les personnes, pour les marchands de sommeil, mais ça oblige les jeunes à ramener chaque mois beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est difficile pour des jeunes de se retrouver, de quitter le confort d'un appartement pour retourner en squat. Donc, la nécessité de faire de l'argent tous les mois pour payer le logement est aussi une forme d'emprise qui est développée. Et toutes ces formes d'emprise qui sont développées, qui pèsent sur ces jeunes, elles sont finalement des freins à l'accès à la protection de l'enfance à différents niveaux. C'est une prise en charge finalement qui est alternative, communautaire, parallèle, et bien souvent malveillante. Et ça se cumule avec le fait que, ne demandant pas de protection, étant à la rue et commettant des actes de délinquance, ils sont bien identifiés par les services de police et de justice, enfin bien identifiés,
connu des services de police et de justice, mais absolument pas connu des associations de prévention spécialisées ou encore des services de protection de l'enfance. Donc on a un public de jeunes en danger, puisque pour certains victimes, présumées victimes de traite des êtres humains, d'exploitation diverses et de victimes de formes d'emprise, qui sont majoritairement et quasi exclusivement traités en tant que délinquants, avec un traitement qui est spécifique de la part des autorités judiciaires, dû à l'absence de domiciliation de ces jeunes, et donc qui va finalement inciter les magistrats à avoir plus souvent recours à des mesures de détention provisoire par rapport à d'autres publics, à des peines plus lourdes pour des délits équivalents, et finalement à une répression assez forte vis-à-vis d'une population qui certes peut commettre des délits à répétition, à réitération, avec des actes de violence qui sont aussi facilités par la prise de stupéfiants, mais qui possèdent plusieurs indicateurs d'exploitation. Et donc, j'en viens à cette problématique un petit peu de l'exploitation, de la traite des êtres humains, qui est l'angle mort finalement dès lors qu'on évoque ces sujets, et qui est c'est assez révélateur dans les nombreux articles qui sont publiés. Alors, à la faveur d'opérations policières, c'est encore paru dans le Figaro cette semaine, on va évoquer le démantèlement d'un réseau, on va décrire effectivement la fourniture de médicaments, le mode de fonctionnement, mais vous noterez que jamais on ne se pose la question de la protection des victimes. Je crois que c'est le seul sujet où on parle de victimes de crimes, c'est-à-dire qu'on parle de crime, la traite des êtres humains aujourd'hui dans le code pénal, c'est un crime, et n'est jamais évoqué les tentatives, ce qui a été mis en place pour tenter de protéger les victimes. On va toujours parler des auteurs et on va toujours parler de ces jeunes comme des voleurs, mais jamais finalement comme des victimes, alors même que l'infraction dont on parle, la traite des êtres humains, suppose des victimes. En France, on est dans un système judiciaire où il n'y a pas de victimes sans auteur, et par voie de conséquence, il n'y a pas d'auteur de crime sans victime de ces crimes. Donc ça, c'est déjà le point principal que je voulais noter, c'est que oui, on est face à un sujet complexe qui implique des jeunes migrants d'Algérie. Alors, je pourrais répondre à certaines questions par rapport à pourquoi l'Algérie et qu'est-ce qui se passe en Algérie et comment ça se cristallise un petit peu en France. On est sur un phénomène qui est assez massif, il faut bien le dire, et c'est assez préoccupant. Hem Ceci étant, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que c'est extrêmement difficile. On est face à des jeunes qui ont des stratégies de contournement de la procédure pénale par l'utilisation d'alias. Comme je l'ai dit, il y a aussi des jeunes qui mentent un petit peu sur leur âge, pensant avoir affaire à une justice moins sévère dès lors qu'ils se disent mineurs. Mais on peut être majeur et victime d'un réseau de traite des êtres humains, et c'est parmi ces jeunes, certains le sont. Et voilà, cette incapacité un petit peu à questionner le sujet de la protection est un vrai frein, non seulement évidemment à la protection de ces jeunes, mais à la lutte efficace contre les réseaux, puisque sans protection, il n'y a absolument aucun témoignage qui peut sortir. Et quand vous parlez un petit peu aux enquêteurs aguerris qui travaillent sur ces questions-là, vous pouvez faire des écoutes téléphoniques sur des réseaux extrêmement organisés, mais là, on est face à je n'emploie pas le terme de réseau d'ailleurs, à des organisations criminelles qui sont avec un fonctionnement beaucoup plus souple, et les techniques classiques d'enquête sont peut-être pas appropriées, ou en tout cas passent à côté de certains éléments, et le témoignage des victimes est essentiel pour parvenir à monter des dossiers complets qui vont aller jusqu'au bout, à la condamnation des auteurs. Mais pour avoir le témoignage de ces victimes, il faut opérer une protection efficace, adaptée, qui prenne en compte la situation de ces jeunes, consommation de produits, donc il y a un aspect sanitaire qui est extrêmement important, mise en confiance vis-à-vis de jeunes qui sont extrêmement méfiants vis-à-vis des institutions, puisqu'ils n'ont connu qu'une part répressive de ces institutions, une incapacité de nombreuses associations à créer du lien avec ces jeunes et donc à faire de la mise en confiance. Bref, on parle d'un public qui est cantonné à son étiquette de délinquant et qui n'est jamais pris en compte en tant que potentielle victime, et même s'ils ne possèdent pas la figure de la victime idéale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On parle bien de victime au sens pénal du terme, mais on ne parle pas de la figure de la victime éplorée qui va nécessairement se plaindre et confier des choses très dures. On peut avoir des jeunes qui ont des comportements violents, qui peuvent être violents envers eux-mêmes et envers les autres, mais qui restent néanmoins victimes de ces organisations criminelles. Donc il y a une grosse difficulté
difficulté aujourd'hui à penser la situation de ces jeunes victimes qui, quelque part, entretient le fonctionnement de ces réseaux. Et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer pour ne pas être trop long et laisser la place à la discussion et faire le lien aussi avec ce qui a été dit auparavant. Ce qu'on remarque depuis des années, et je pense que les collègues confirmeront, c'est qu'on a un paradoxe. On a parlé d'appel d'air, mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a un durcissement des conditions de l'immigration légale aujourd'hui, qui est quelque part de l'ordre du jamais vu. Et pourtant, il n'y a jamais eu tant de personnes qui arrivaient à traverser clandestinement, notamment la Méditerranée, notamment depuis l'Algérie, et que du fait de l'incapacité à accéder à des dispositifs légaux de migration, ces personnes s'en remettent à des soutiens communautaires qui peuvent être extrêmement malveillants et qui peuvent, eux, générer de l'insécurité. Donc, c'est bien les freins et les obstacles à l'accès aux dispositifs de protection pour les victimes, aux dispositifs de migration légaux, à la protection de l'enfance pour les mineurs non accompagnés, qui peuvent créer les conditions favorables au développement d'organisations criminelles, puisque évidemment, on utilise des enfants, et ça s'est vu, ça ne se cantonne pas aux Algériens. On a travaillé sur la situation des jeunes Roumains contraints à commettre des délits, des jeunes d'ex-Yougoslavie. C'est toujours les mêmes mécaniques qui se mettent à l'œuvre. On utilise des mineurs pour maximiser les profits générés, pensant que finalement, les mineurs continuent à arriver et les mineurs qui sont attrapés par la police et traduits en justice, généralement peuvent bénéficier d'une certaine clémence. Évidemment, c'est un peu moins le cas maintenant pour les jeunes Algériens, mais c'est quand même une donne à avoir, une stratégie et quelque part un indicateur d'une organisation à l'œuvre, puisque quand vous avez un jeune qui va être en mesure qui ne parle pas français, qui n'a pas forcément eu une éducation dans son pays d'origine, mais qui va connaître le code pénal français, donc déclarer un âge mineur, refuser une identification judiciaire, utiliser des alias, c'est bien que des consignes ont été données et qu'il y a eu une forme d'apprentissage de la délinquance qui peut être un des indicateurs d'exploitation et de traite, et un indicateur parmi tant d'autres. La mobilité géographique en étant un autre, la consommation de stupéfiants en étant un autre, l'hébergement en étant un autre. Bref, de nombreux indicateurs permettent de documenter cette exploitation qui est malheureusement jamais trop mise à jour. Sur les différents jalons, je pense qu'il faut déjà avoir en perspective qu'en histoire, on va traiter de migration juvénile, coloniale et post-coloniale, et que le déplacement de l'enfance au sein des territoires coloniaux, donc que ce soit le départ des métropoles vers les colonies d'enfance dites déshéritées, d'enfance dites délinquantes, bien souvent on était transportés pour échapper à la potence, ou le transport de jeunes des territoires coloniaux vers les métropoles, c'est une permanence historique, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une circulation infantile juvénile sur l'espace colonial qui s'est continuée par la suite. Quelques exemples, souvent c'était les enfants métis que l'on déplaçait, les enfants eurasiatiques, notamment les jeunes femmes eurasiennes, donc ils étaient métis, donc ils étaient issus bien souvent d'un lien entre un militaire, un colon et une femme résidant sur le territoire. Et donc, ils représentaient ici, ils mettaient à mal la frontière même entre colonisateurs et colonisés. Et donc, on les rapatriait en Europe isolés, donc on les enlevait à de leur mère pour les rapatrier en Europe, pour justement une prise en charge. Et d'autres jeunes également qu'on a pu observer à travers cette histoire, c'est ce qu'on appelle les jeunes musulmans d'Algérie, qui sont aujourd'hui en regard avec la figure contemporaine que Guillaume Ladrangen nous a parlé du Haragas contemporain, du brûleur de frontières algérien. Et ben, le jeune mineur, le jeune musulman d'Algérie, dès les années 50, est également présent sur les territoires métropolitains et pose des véritables questions. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas la Convention internationale des droits de l'enfant et il n'y avait pas non plus une protection de l'enfance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils étaient principalement pris en charge dans des centres éducatifs surveillés comme les enfants délinquants, les jeunes délinquants errants, et étaient considérés comme errants, alors que parfois ils n'étaient pas vraiment errants. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ici que c'est davantage la façon dont on va observer à travers l'histoire les jeunesses populaires et la façon dont finalement, progressivement, à travers l'histoire du XXe siècle, les jeunesses populaires deviennent principalement, notamment après la Seconde Guerre mondiale, des jeunesses non blanches et donc des jeunesses qui vont poser des difficultés sur les territoires métropolitains. On pourrait refaire comme ça plusieurs éléments. La Goutte d'Or a toujours été au centre de plusieurs éléments. Dans les années 50, on parlait d'émeutes
on parlait de la Médina de la Goutte d'Or, il y avait toujours cette image qui était mise en avant des jeunesses populaires du XXe siècle, principalement des jeunes Algériens, comme étant la figure, l'archétype même du délinquant. Et en fait, finalement, la grande transformation, c'est dans les années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est une grande chose déjà, c'est-à-dire qu'on va ratifier un droit international à l'enfant qui va s'imposer à l'ensemble des États qui l'ont ratifié, donc une grande majorité. Et au même moment que se met en place une politique de protection de l'enfance, se met en place l'affermissement des politiques migratoires et va naître cette catégorie un petit peu particulière de mineurs isolés étrangers et puis de mineurs non accompagnés, de mineurs isolés demandeurs d'asile, progressivement comme ça, comme une sorte d'arbitrage institutionnel entre différents profils concurrents. Donc on a parlé évidemment du profil des jeunes de l'Europe de l'Est. Il y avait ceux de l'ex-Yougoslavie dans les années 80, puis progressivement d'autres rapports comme ça. Et on voit que se construit justement une figure spécifique aux années 90 qui est à travers cette tension et cette mise en visibilité entre protection de l'enfance et justement la question de l'affermissement des politiques migratoires. Donc on voit que finalement il y a une permanence dans la migration juvénile, il y a une permanence de la présence de ce qu'on appelle les jeunes isolés étrangers sur les territoires en Europe, etc. Dans les années 60, par exemple, sur les 800 000 jeunes qui résidaient loin de leur famille, donc en 62, il y avait à peu près 800 000 jeunes qui étaient recensés en France qui résidaient loin de leur famille, 70 000 étaient des jeunes isolés étrangers, une terminologie déjà existait à ce moment-là. C'est-à-dire que le phénomène n'est pas contemporain, le phénomène n'est pas nouveau ou brutal, il est simplement mis en visibilité par cette tension entre protection de l'enfance et politique migratoire. Et finalement, on observe qu'il y a une permanence historique, c'est le caractère des affiliés de ces jeunesses-là. Que ce soit les jeunes parmi les 30 000 dont parlait le précédent intervenant, qui eux sollicitent la protection de l'enfance, qui sont souvent issus par exemple d'Afrique de l'Ouest, des régions du Mali comme Kaï, ou bien d'autres territoires, on parlait de Guinée également, qui sont des jeunes qui partent en migration à la recherche d'une aînesse sociale difficilement accessible dans leur territoire. Finalement, il y a une sorte de paradoxe, ça veut dire que face aux difficultés spécifiques de cette génération des plans d'ajustement structurel depuis les années 90, face aux difficultés à pouvoir accéder à la société dans laquelle ils vivent, ils vont prendre la migration comme justement ce passage d'un statut social, d'un âge, l'adolescence à l'âge adulte, pour prendre une place spécifique dans la société de départ. Donc, on voit qu'il y a tous ces aménagements-là et finalement une survisibilité justement de ces jeunes-là, alors que il y a aussi également un grand nombre de jeunes qui continuent à être sur le territoire et je vais prendre des exemples assez spécifiques. Entre 2000 et 2007, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 40% des jeunes qui sont passés sous le statut, donc à cette époque-là, on parlait de mineurs isolés et errants au sein de la Seine-Saint-Denis, et 40% des jeunes pris en charge sont fugueurs. Il s'agit principalement de jeunes de familles d'Europe de l'Est que l'on a interpellés, que l'on a visités, qu'on a interpellés, qui sont sortis de garde à vue parce que généralement les interpellations c'était parce qu'ils portent les stigmates que l'on reproduit sur leurs parents, donc on va les considérer comme suspects directement. Ils sont sortis, donc ils vont être placés parce qu'ils se déclarent isolés et ils vont fuguer directement. Les jeunes musulmans d'Algérie qui sont devenus par la suite les haragas, entre guillemets, des jeunes Algériens qui vont connaître des situations assez similaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas solliciter, ils vont être interpellés, il n'y a pas de suite à l'interpellation, ils vont être placés, ils vont fuguer. C'est-à-dire que finalement, dans la catégorie MNA, on essaye de faire entrer une multitude de catégories derrière la seule question de l'enfance en danger. Et donc, on va avoir une sorte d'injonction à ces jeunes de représenter réellement ce danger. Parce qu'ils ne peuvent être considérés comme, on va dire, pris en charge que s'ils ont ce seul danger-là. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un petit peu mettre en avant justement tous ces discours autour de la catégorie MNA qui finalement représentent des discours assez classiques sur la jeunesse populaire et une rhétorique assez classique sur les questions des jeunes étrangers, notamment au sein des villes. Donc, on peut voir, pour faire un léger résumé, qu'il y a une permanence historique de circulation infantile et juvénile sur les espaces. Et on voit notamment que l'emprise politique qu'on a en Europe sur les jeunesses des Suds, elle s'est réaménagée de manière successive plusieurs fois et que mineurs non accompagnés est la nouvelle forme d'emprise politique que l'on a sur les jeunesses et l'enfance des Suds en migration vers l'Europe et qu'elle ne correspond pas à un profil unique, mais qui correspond à une multitude finalement de situations que l'on essaye de faire rentrer dans une logique de protection qui est de plus en plus difficile à obtenir sans réellement prendre en compte
le phénomène migratoire en lui-même ou le phénomène d'errance juvénile que cela crée. Finalement, la vraie question qui peut se poser aujourd'hui, c'est on voit qu'il y a une continuité de ce phénomène d'errance juvénile qui touche évidemment les personnes étrangères, mais aussi les personnes nées en France. Et ben, cette question-là, à mon avis, elle est plus généralement à articuler avec la place que l'on donne à l'aide sociale à l'enfance, la place que l'on donne à la protection de la jeunesse, la réflexion que l'on peut porter avec cet allongement de la jeunesse qui montre que de plus en plus 18 ans n'est pas un seuil à partir duquel on cesse d'être vulnérable. C'est-à-dire qu'on a un allongement de cette entrée dans l'aînesse sociale qui vulnérabilise finalement, qui rend vulnérables les jeunes, et il faut une prise en compte. C'est-à-dire que les mineurs non accompagnés, c'est un petit peu le miroir des difficultés plus générales que se posent dans nos sociétés autour de la jeunesse, et notamment des politiques de protection de l'enfance, tout comme beaucoup de politiques sociales qui sont de plus en plus érodées par des discours notamment budgétaires, etc. Et finalement, les mineurs non accompagnés doivent également montrer qu'il y a une urgence aujourd'hui, à mon avis, à repenser certaines dynamiques de la protection de l'enfance. Et pour prêcher peut-être pour ma paroisse en Loire-Atlantique, donc moi je suis rattaché à l'Université de Nantes, l'ASE de Loire-Atlantique décide d'augmenter par exemple l'accueil des jeunes majeurs jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire qu'on peut progressivement prendre en compte les difficultés propres des jeunes étrangers isolés pour finalement observer un problème beaucoup plus large qui dépasse la simple question de l'extranéité et qui est celle de la protection de l'enfance et de la jeunesse et l'adaptation des dispositifs aux réalités des terrains et pas simplement à l'image que nous avons de l'enfance universelle, de la vulnérabilité universelle. Merci beaucoup Julien. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, je repasse la parole directement aux participantes qui auraient des questions. Alors merci, c'était extrêmement intéressant. C'est une question pour Guillaume Lardancher par rapport aux actions qui sont menées justement par votre association. Est-ce que vous, à travers les actions et les dispositifs un peu innovants en quelque sorte que vous mettez en place par rapport à ce public-là, est-ce que vous voyez des pistes intéressantes, qui pourraient être généralisées? Ce que je veux dire par là aussi, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, il faut avant tout analyser cette question comme une question de protection de l'enfance et donc se poser la question de comment on répond à cette problématique spécifique de danger qui est une problématique différente. Je veux dire, la protection de l'enfance adapte des dispositifs, j'en sais rien, pour les jeunes incasables, pour les jeunes… il y a plein de catégories dans la protection de l'enfance ou plein de sous-sujets de la protection de l'enfance sur lesquels les services départementaux de protection de l'enfance tentent de, plus ou moins bien, mais en tout cas d'apporter des réponses. Si on considère que là, on est face à un public qui nécessite une prise en charge particulière au titre de l'enfance en danger, est-ce qu'il y a des pistes de l'expérience que vous avez qui sont intéressantes et qui marchent, notamment dans la démarche d'aller vers et voilà, sachant aussi qu'il y a une généralité, c'est que c'est vrai que ce que vous disiez au départ aussi, la plupart des mineurs non accompagnés sont demandeurs d'une protection, mais la plupart des jeunes Français placés ne sont pas demandeurs d'une protection. Il y a aussi, finalement, on retombe aussi sur une problématique assez générale de la protection de l'enfance, de jeunes Français, de jeunes en danger qui peuvent être dans une structure de protection de l'enfance ou sur lesquels on leur demande de se mettre dans un cadre qui correspond pas à ce qu'ils veulent ou à leur aspiration du moment. Donc à la fois, il y a aussi beaucoup d'éléments classiques de protection de l'enfance, mais quand même, il me semble, une problématique particulière qui amène des réponses particulières et vous en avez apporté justement, il me semble. Donc j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Alors ouais, tout à fait, c'est très juste de le souligner, hein. Quand je parle de non-adhésion, évidemment, la majorité du public en protection de l'enfance, ils n'ont pas envie d'être en protection de l'enfance. Et même un gamin victime d'inceste, il n'a pas envie d'aller dans un foyer, peut-être qu'il préfère rester même dans sa famille. Donc c'est une question délicate, la question de l'adhésion. Ceci étant, nous, notre démarche, elle vise d'abord à documenter un petit peu ces éléments. Je suis allé très rapidement, mais on essaie d'aller dans l'infra, hein. Là, je vous parle des mineurs algériens contraints à commettre des délits. Évidemment, on sait qu'il y a plusieurs groupes différents à l'œuvre. On parlait de la Goutte d'Or, mais il y a des quartiers à Bordeaux comme Saint-Michel, la Guillotière à Lyon, la place Arnaud Bernard à Toulouse, certains quartiers à Nantes aussi, la Commerce, Bouffay, où ça se cristallise et ça
s'inscrit un petit peu dans l'histoire de certains quartiers avec des particularismes. Donc, il y a déjà cet élément-là de décryptage un petit peu des phénomènes territorialement qui est important. Ça, c'est le premier élément. Et nous, nos préconisations, donc, outre cette augmentation, cette amélioration des connaissances de la part des acteurs, la première préconisation, c'est de se dire il faut connaître les jeunes et il faut créer un lien de confiance. On est face à des jeunes qui sont méfiants pour plein de raisons. Et donc, la question de l'aller vers est essentielle. Et aujourd'hui, on a des outils dans la protection de l'enfance, la prévention spécialisée, qui a totalement abandonné cette question-là. Pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Les bonnes raisons étant que c'est un public qui échappe un petit peu, qui est mobile et qui est difficile à capter, et les mauvaises raisons étant un petit peu le repli sur des principes qui sont devenus un petit peu des paravents pour ne pas agir. Oui, ce sont des jeunes qui ne vivent pas dans le quartier, donc nous, notre mandat, il est pour les jeunes qui vivent dans le quartier. Oui, ce sont des jeunes qui sont mobiles, donc ils sont sur telle rue, mais nous, notre mandat, il est territorialisé, il nous empêche d'aller sur telle rue. Ah, mais c'est des jeunes, ils ne parlent pas notre langue, donc c'est compliqué. Donc en fait, on a construit un petit peu de l'évitement vis-à-vis de ces jeunes, et sans aller vers, sans création d'un lien de confiance dans la rue, inconditionnel, on peut strictement rien faire. Donc ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, évidemment, en bout de chaîne, il y a un besoin d'adaptation des dispositifs de protection de l'enfance, puisqu'il y a des problématiques sanitaires, de consommation de produits, etc., qui sont à l'œuvre. Il y a besoin de monter un petit peu en compétence de la part des professionnels de l'hébergement, de l'accueil en foyer de ces jeunes, puisqu'il y a des problématiques de violence, de consommation qu'il faut un petit peu connaître pour mieux intervenir. Mais entre cet aller vers dans la rue et cet hébergement, il y a toute l'étape du milieu qui est le travail interinstitutionnel. Et j'en reviens un petit peu sur notre sujet. Finalement, quand on vous parlait de mineurs non accompagnés, mineurs en danger comme étant des actes de délinquance, vous avez la compétence départementale de l'enfance en danger, vous avez la compétence de l'État PJJ, vous avez les services de la police nationale, vous avez les services du parquet qui sont à la fois la casquette poursuite et protection de l'enfance. Vous avez les villes maintenant qui sont impactées, les intercos qui le sont. Donc, je n'ai pas d'autres exemples de politiques publiques qui impactent autant d'acteurs différents et autant de collectivités. Donc, le sujet, c'est aussi un sujet on se met autour de la table et on arrête de travailler avec nos œillères et on essaye de mieux connaître ces jeunes. Il ne s'agit pas d'avoir les identités réelles, finalement on s'en fiche, mais en tout cas de savoir que quand un jeune est passé aux urgences parce qu'il s'est pris un coup de couteau au visage, c'est peut-être bien de savoir s'il est connu ou non par un service de prévention spécialisé. C'est bien de savoir que peut-être qu'il y a des éléments de désinformation préoccupantes qui ont déjà été émises pour ces jeunes, et que s'ils repassent par un commissariat, c'est peut-être que s'il y a une suspicion par exemple d'exploitation, qu'au moment d'un passage en garde à vue pour avoir commis un délit, il y ait peut-être un regard un peu d'enquêteur de police judiciaire sur la situation de ce jeune pour qu'il soit, que son cas soit traité de manière un petit peu spécifique. Donc, il y a à la fois besoin d'adaptation, de création de nouveaux dispositifs pour faire face notamment à la question de l'addiction, c'est une évidence, mais il y a aussi besoin que les différents acteurs, les différents intervenants travaillent un petit peu mieux ensemble, de l'articulation entre les dispositifs qui fait aujourd'hui défaut. Et ça fait défaut parce que finalement, ça arrange tout le monde de travailler un petit peu en œillère, puisque vous entendez aujourd'hui dire le discours policier, aujourd'hui, il est de dire ces jeunes, il n'y a rien à faire, de toute façon, ils commettent des délits, ils ne veulent pas aller dans les foyers. Il y a un discours classique qui s'est installé, qui est un discours d'impuissance qui est contre lequel il faut lutter, mais ça passe par à la fois comprendre le phénomène global et remettre de l'individualité dans l'intervention sociale, qui manque aujourd'hui un petit peu du fait d'une méconnaissance un petit peu de ces sujets, et méconnaissance qui n'est pas liée au contexte actuel. Ça a été évoqué par Julien Long. Les enfants d'Europe de l'Est, ça fait 25 ans qu'il y a ces situations en France, et c'est des situations qui sont maltraitées par la protection de l'enfance et l'ensemble des acteurs. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'on a mal fait par le passé, et aujourd'hui, on est face à une problématique qui est beaucoup plus importante en termes de nombre et qui est un peu plus complexe à mon avis. Et on sait comment mal faire les choses. Maintenant, essayons de ne pas reproduire les mêmes choses, à savoir le travail en silo et une approche uniquement répressive qui néglige un petit peu la protection et l'aspect partage d'informations, puisqu'on parle de crime, encore une fois, de l'exploitation, de traite des êtres humains, et que ça nécessite un vrai travail partenarial. Il n'y a aucun acteur qui peut travailler sur ces questions-là tout seul dans son coin.